Dans une partie d'échecs classique, c'est un joueur contre un joueur. Mais là, on va affronter Garry Kasparov contre le monde entier. Enfin, nous, non, mais on va réagir à une vidéo de luxe. Nice. Aux échecs, on a l'habitude de voir des parties entre deux personnes seulement, deux esprits s'affrontant pour savoir qui est le meilleur entre les deux. Cependant, qu'est-ce qui se passerait si on mettait d'un côté le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, Garry Kasparov, contre plus de 5... Ah wesh, non, c'est pas lui le plus fort Garry Kasparov, c'est Magnus, non? Attends, y a un blême là, j'ai raté un truc. 50 000 personnes de l'autre. Est-ce que les esprits combinés de toutes ces personnes seraient capables de battre le meilleur joueur d'échecs? Eh bien, c'est ce qu'a essayé de répondre le match organisé en 1999, sobrement intitulé Kasparov contre le monde. C'était quelque chose de très nouveau à l'époque, parce qu'Internet commençait à se démocratiser, et donc ça veut dire que le grand public n'avait pas encore accès aux plus puissants algorithmes d'échecs. Ça veut donc dire qu'il n'y avait pas de triche possible. Les 50 000 personnes qui ont participé ont dû réellement réfléchir par elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le monde a réussi à battre Kasparov lorsqu'il était à son apogée? Et pourquoi Kasparov a qualifié cette partie de la partie la plus importante de l'histoire des échecs? Tout commence au printemps 1997. Ah ouais, la plus importante, carrément. Genre, quand il a fait ses championnats du monde, il considérait pas ça comme important. Il serait pas un peu mytho, lui? Lorsque Kasparov, alors champion du monde et considéré comme le meilleur joueur d'échecs de l'histoire, souhaite organiser quelque chose de grandiose. Il venait tout juste de perdre un match contre l'ordinateur Deep Blue, un match qui symbolisera la fin du règne des humains aux échecs, et c'était un événement qui avait été regardé par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Les échecs étaient donc au sommet de leur popularité. Et c'est pour cela que Kasparov voulait finir le millénaire avec un bang. Il veut jouer une partie avec le monde entier. Il veut que n'importe qui puisse participer s'il le souhaite. Calme-toi, je sais que t'as envie de m'insulter, je sais que t'as envie de me taper, mais laisse-moi juste faire 20 secondes de pub. Ok, je te demande juste de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire. Après, si tu peux venir sur mon Twitch, tous les liens sont en bas de la description. Et rejoins le Discord, lien sur la chaîne. Comme ça, tu seras au courant de toutes les vidéos à l'avance. Allez, je compte sur toi, BG. Retour à la vidéo. Que n'importe qui puisse contribuer à la réflexion générale pour voir si 50 000 personnes sont capables de mieux réfléchir qu'un champion du monde. C'est alors qu'il décide de demander à Microsoft de l'aider à organiser un tel événement, qui accepte avec joie la proposition. La logistique sera très simple, les joueurs pourront venir sur le site de MSN et devront toutes les 24 heures proposer un coup dans la position actuelle. Ouais, genre c'est une partie en différé comme nous-mêmes on peut faire sur chess.com, mais à notre échelle quoi. Le coup avec le plus de votes sera le coup joué par le monde, et Kasparov aura 24 heures pour répondre avec son propre coup. Ainsi, après que tout ait été organisé, l'événement est annoncé au grand public. Le 21 juin 1999, Garry Kasparov défiera le monde. Cependant, il y a un problème. Effectivement, ceux qui jouent aux échecs voient un peu de quoi je parle, mais jouer à plusieurs ne veut pas forcément dire mieux jouer. Ça crée des confusions, les gens partent sur plusieurs idées en même temps, et surtout, la plupart du monde n'est pas fort au jeu. Donc forcément que dans le tas de personnes qui ont décidé d'affronter Kasparov, il y en a une grosse partie qui vont suggérer de très mauvais coups. Et c'est quelque chose qui avait été déjà vu auparavant, lorsqu'on avait organisé des événements similaires. Par exemple, le rival de Kasparov, Anatoly Karpov, avait très facilement gagné un match contre des milliers de personnes. Car en fait, il suggérait des coups qui donnaient une pièce, qui n'avaient pas de sens d'un coup à l'autre. C'est pour ça que Microsoft avait une condition lors de l'organisation de l'événement. Il veut que le monde ait des leaders. Il veut qu'il y ait des joueurs professionnels qui... Ouais, donc c'est pas 50 000 personnes, c'est genre 3, 4, 5 leaders max contre Kasparov quoi, voilà. Puissent donner leur analyse et expliquer la situation pour que même les plus amateurs puissent jouer de manière plus correcte. Au début, on retrouvait ces 4 joueurs-là, dont notre petite fierté Étienne Bacrot, qui est français, dédicace à lui. La France, la baguette, le poulet, la tour Eiffel. Au fil du temps, d'autres personnes se sont ajoutées à la liste des leaders, lorsque la partie commençait à devenir vraiment très sérieuse. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces joueurs n'avaient pas le droit de partager leurs analyses entre eux. Ils devaient réfléchir chacun de leur côté et partager des analyses différentes au monde. Et c'est quelque chose d'assez important, tu le verras. Ce qui fait que ce match est intéressant, c'est le fait que quand plusieurs personnes jouent, on peut avoir beaucoup plus d'idées, on est beaucoup moins biaisé, et ce que pense tel grand maître de la position pourra varier de tel autre. C'est pour ça que le 21 juin 1999, au début du match, tout le monde est plus qu'excité de voir le déroulement de la partie. Même si pas tout le monde est très fort au jeu, tout le monde peut essayer de comprendre le raisonnement des meilleurs joueurs. Et la combinaison d'autant d'esprits dans une même partie rendra chaque décision extrêmement profonde et intéressante. Regarde, dès le premier coup, on a déjà des choses à dire. Kasparov, avec les blancs, choisit le début classique E4, quand le monde... Oh le gars sans originalité quoi, le coup par défaut, le coup de
PNJ. Choisit la défense sicilienne avec pion C5. C'est une ouverture très agressive, très combative et qui rentre totalement dans le style de Kasparov. Donc c'est pas ce qu'on veut normalement. Sauf que ce coup a été choisi par plus de 40% des personnes. Le monde a décidé de ne pas avoir peur et de rentrer dans l'ouverture la plus intéressante qu'il soit, aka la défense sicilienne. Dans la suite de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque coup, parce que la partie est tellement complexe que j'aimerais quand même que ça reste abordable pour des gens qui ne connaissent pas très bien le jeu. Ici, je vais surtout te raconter les décisions de chaque camp, et comment une partie d'échecs a réussi à produire une histoire, une bataille absolument magnifique, qui sera qualifiée par Kasparov lui-même de la plus grande partie de l'histoire des échecs. Rien que ça. On avance un peu. Le début de la partie est pas forcément très intéressant, car à ce stade, c'est simplement de la mémorisation. On sait comment jouer au début de la partie, car on l'a analysé des millions de fois. Le premier moment vraiment intéressant, c'est celui-ci. Kasparov joue le coup cavalier DE2. C'est un coup un peu bizarre à première vue, car on bouge une pièce qui est bien centralisée et développée pour la ramener en arrière. Ça semble casser plusieurs principes, sauf qu'à haut niveau, les joueurs sont capables de s'éloigner des principes pour mieux jouer. Kasparov comprend que son cavalier au centre est une cible pour les pièces noires, et peut se retrouver dans quelques positions à être dans une situation précaire. C'est pour cela qu'il ramène volontairement son cavalier en arrière. Mais ce coup, bien qu'il soit encore dans la théorie de l'époque à ce moment-là, ouvre la possibilité pour le monde de jouer une nouveauté. Un coup qui n'avait jamais été joué auparavant, Dame 6. Normalement, les gens jouaient petit roc ici, mais Irina Krush, qui était l'une des leaders du monde et qui n'était encore qu'une étudiante à l'époque, proposa le coup Dame 6. C'est un coup qui a littéralement changé la théorie telle qu'on la connaît aujourd'hui, car Dame 6 est un excellent coup. Ça attaque deux pions simultanément et confronte les blancs directement. Depuis ce jour, l'idée d'Irina Krush a été reprise par tous les top joueurs. Cependant, il faut regarder plus loin que Dame 6. Si ce coup a été aussi important dans le match, c'est parce qu'il invite les deux camps à rentrer dans une ligne très intéressante, que je t'affiche à l'écran. Le monde propose à Kasparov de capturer une tour contre un cavalier, et donc d'avoir ce qu'on appelle une qualité de plus. Sur le papier, c'est censé être mieux pour les blancs, car une tour est plus forte qu'un cavalier. Cependant, Irina Krush et les autres leaders avaient évalué cette position comme étant égale, et que les compensations des noirs étaient suffisantes. Ils pensent qu'ils seront capables de jouer une telle partie contre le meilleur joueur du monde. Une partie tellement complexe. Attendez les gens. Alors là, il y a un bot qui m'a envoyé dans le chat. Il m'a écrit un message, c'est un bot. Ok, premier truc qui me fait rire, c'est que ça parle de réel viewer venant d'un bot. Venons voir le Discord. Alors on recherche, aucun résultat. C'est fou ça. Comme si c'était du fake leur truc. Allez, hein, on retourne à la réaction. Et dynamique, que Kasparov dira que cette décision a été la plus courageuse de la partie. Et tout ça découle uniquement du coup Dame 6. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes en fait. Les échecs, c'est pas un jeu tour par tour, c'est pas jouer des coups avec une idée derrière. Non, c'est plus que ça. La beauté des échecs se voit dans cette partie, quand tu réalises qu'une simple décision qui semblerait absolument anodine pour un débutant, amène à un monde totalement nouveau, à une partie totalement différente en réalité. Et ça, on le comprendra davantage au fur et à mesure que la partie avance. Chaque coup que tu vois jouer là passe très vite, mais il faut imaginer que c'est à chaque fois 24 heures de réflexion qui ont été mises en œuvre dans chacune des décisions. Kasparov le dira lui-même, c'est la partie d'échecs qu'il a le plus analysé dans sa vie. Et oui, bah après logique, 300 coups x 24 heures, oui. Pourtant il en a joué des parties, et contre des joueurs géniaux en plus. Mais le monde a quelque chose que les joueurs géniaux n'ont pas, la diversité. 50 000 personnes jouent une même partie. Et qu'est-ce que tu me parles de diversité? Lui-même, il a dit que c'était quasiment les 4 grands maîtres, là, je sais pas quoi. C'est eux qui imposent leur coup à tout le monde, quasiment. C'est 50 000 points de vue différents qui partagent leur analyse. Donc, ils ont pu trouver des idées très originales et variées. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire quand on est tout seul. Et ici, c'est le deuxième grand moment critique de la partie. Kasparov et le monde décident d'échanger les dames. C'est pas une décision à prendre à la légère, car maintenant, on a cette position. Une position très difficile à évaluer. Est-ce que Kasparov est gagnant? Est-ce que c'est égal? Même avec un cavalier pour une tour, les noirs ont quand même des compensations. Ils ont beaucoup de pions, ce qui pourrait favoriser la promotion sur le long terme. Eh bien, la partie avance. Kasparov pousse ses pions et le monde se défend. Chaque coup est minutieusement réfléchi, jusqu'à ce que Kasparov décide d'échanger les fous de la position pour laisser les noirs avec des pions très... Mais là, les pions, ils vont réussir à passer et tout. Ils sont super proches. Ah non, attendez, j'ai une vision. Faudrait que ce pion-là, qui est en D4, faudrait qu'il soit en C3.
3. Et là, il serait parfait. J'ai calculé. Alors là, ils paraissent dangereux quand les pions des blancs sont juste bloqués par le cavalier. Eh bien, sur le long terme, Kasparov avait compris que ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, la structure de pion des noirs est absolument dégueulasse. Ils ne pourront pas facilement pousser leurs pions. Si les pions étaient comme ça, Voilà, je vous l'avais dit. Alors, c'est qui le pro des échecs? C'est qui l'international master of chess? Appelez pas Julien Song et tout, je suis meilleur qu'eux. C'est moi qui avais pré-move. Voilà. ce serait bien plus simple. Les pions pourraient se soutenir mutuellement. Mais ici, non. Et c'est ce qui permet à Kasparov de rentrer un peu plus tard dans cette finale. C'est une finale qui est très intéressante. D'un côté, les noirs ont 2 pions, donc un pion de plus que les blancs. De l'autre, le pion des blancs est vraiment très avancé par rapport aux noirs. Il n'est plus qu'à 3 cases de la promotion. Donc finalement, c'est pas clair. Qui est mieux? Sûrement les blancs, mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, la position n'est pas gagnante grâce à l'ordinateur. Le monde réussit à tenir tête à Kasparov. Sauf que il faut encore jouer cette partie. Et le monde n'est point un ordinateur. C'est donc à partir de là que Kasparov commence à presser tout le citron qui lui reste. Son seul espoir, c'est ce pion. Il va tout faire pour pouvoir l'escorter à la promotion. Et donc il presse, il pousse, il met sa dame sur ses meilleures cases, il donne des échecs. Jusqu'à ce que finalement cela paye. Il force le monde à sacrifier un pion pour de l'activité. Maintenant, il n'a même plus de pion de moins. Son pion est toujours très proche de la promotion. À ce moment-là, les analyses des leaders commençaient à devenir très pessimistes. On voit bien que ça a l'air foutu. Au coup 58, Kasparov trouve une très belle manœuvre de dame qui lui permet de la placer en F2 pour pouvoir ensuite jouer roi F6, ce qui laisse la place de libre pour son pion, tout en évitant tous les échecs possibles grâce au bon positionnement de la dame. Le monde comprend alors que c'est fini, et ils ont perdu. Ils jouent un dernier coup, puis le 22 octobre 1999, 4 mois après le début de l'événement, le monde abandonne. Kasparov Donc, il a gagné contre 50 000 personnes. Si ça s'appelle pas être un GOAT. remporte sa partie contre le monde entier. Cette partie a été une des parties les plus belles jamais jouées dans l'histoire, tant par la richesse de tout ce qui a été découvert grâce à celle-ci, mais également par le degré de complexité absolument incroyable de la partie. C'est sincèrement impressionnant de voir que 50 000 personnes ont pu produire un tel niveau de résistance contre le meilleur joueur du monde à cette époque, et peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Honnêtement, j'ai peut-être parlé de 5% de tout l'iceberg que représente cette partie. Et si tu es un joueur d'échecs relativement avancé, je t'invite réellement à t'y intéresser davantage en regardant une de ces vidéos. Ok, donc il a copié C'est vraiment Gotham un plaisir. Chess. Il a copié aussi Agadmator The Chess Channel. Et il a copié le fameux Julien Song. Hein. Il y a quelques années, on a pu voir Polgar contre le monde, Vishy Anand contre le monde, Magnus contre le monde. Le GOAT! Et bien qu'aujourd'hui, on ait accès aux ordinateurs, ce qui rend les parties moins palpitantes et moins riches, je trouve que c'est quand même formidable de voir des dizaines de milliers de personnes proposer des idées, discuter, analyser une même partie, pour essayer de comprendre au moins une petite portion de ce gigantesque océan que sont les échecs. Si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Alors, moi, juste avant de te dire au revoir, je veux juste t'inciter. Alors, j'ai envie de faire une vidéo avec les abonnés. Alors, venez vite. C'est Amix 023 comme à Nîmes. Vous voyez, truc La Réunion, drapeau français, cette bannière. Venez m'ajouter, j'ai que 4 amis. Je veux faire une vidéo où je vous affronte. Venez vite et nombreux, allez. En tout cas, c'était Lux. Ciao. C'était Amix. Ciao.